Le sentiment que l'on a, c'est que en fait, les alliances françaises, comme elles sont enracinées dans les pays où elles se trouvent, elles sont incarnées, en fait. Elles sont dirigées par des bénévoles locaux, des personnalités locales, souvent des hommes d'affaires, des gens qui ont un rôle culturel ou économique. Elles vivent la vie des pays où elles sont. Beaucoup plus qu'un centre comme ceux du Goethe ou du British Council, qui sont, ils font un merveilleux travail, mais ils n'infusent pas dans la société en quelque sorte. Ils sont des antennes d'un siège. Là, chaque alliance vit dans son pays. Et du coup, elle suit de très près les évolutions sociales, économiques, politiques du pays. Et donc, évidemment, elles croissent là où les pays croissent, grandissent. Et tous ces pays qui ont des ressources énergétiques importantes et qu'on ne voit pas encore très clairement sur la carte géopolitique pour nous, je pense à l'Asie centrale, donc le Kazakhstan, la Mongolie. Ces pays-là, on s'y est installé, on se développe, et c'est à mon avis très important d'être là. Et puis il y a aussi des implantations dans le Pacifique, qui devient un lieu d'échange intercontinental, qui est un lieu stratégique important. Donc on a développé aussi nos alliances dans le Pacifique, et puis surtout le gros bloc de Chine et Russie, où nous n'étions pas présents. Enfin, on l'avait été en 1910, en Shanghai, avant tous les troubles politiques, et on revient maintenant en force. Et je pense que là, les enjeux pour la France, au-delà de l'Alliance française, sont très importants. Enfin, plus on offrira de cours de langue française aux Chinois, qui sont très intéressés, et plus on leur permettra de mieux comprendre notre culture, plus les débats entre nous, qu'ils soient d'ordre politique ou économique, seront rendus plus aisés, plus fluides. Donc les gros développements sont là. Ce qui reste important pour nous, c'est l'Amérique latine, parce qu'il y a une affection formidable et un dynamisme, et le Brésil est le premier pays du monde pour nous quand même en termes d'effectifs. Le Pérou est très important, la Colombie, le Mexique ou l'Argentine. Mais ce redéploiement vers l'Est a donné une autre dimension et un autre dynamisme à l'ensemble de ce réseau. Donc c'est là que nous faisons beaucoup d'efforts, c'est là où nous ouvrons le plus d'alliances très régulièrement dans ces pays-là à l'Est. Mobiliser des étrangers pour favoriser l'enseignement d'une langue qui n'est pas la leur, ça paraît assez étonnant. Et d'ailleurs, quand je parle avec mes amis du Goethe ou du British, qui eux ont une autre formule, ils me disent, nous on aimerait bien, dans le fond, peut-être dans certains cas, ça faciliterait notre implantation, de passer à un système comme ça, d'association bénévole locale. Le Confucius y a pensé aussi. Mais je crois que ce serait plus possible, il le pense aussi, de le faire aujourd'hui. Je crois que si l'Alliance n'existait pas depuis tant d'années, si on lançait le mouvement maintenant, je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés. On est dans un monde où on n'a plus beaucoup de temps, où les gens veulent gagner de l'argent, c'est bien normal, et où le temps qui est donné comme ça, au bénévolat, quand c'est pas de l'humanitaire, du social ou de l'éducatif, ça on trouve davantage, on le sait bien, mais pour le culturel ou le linguistique, imaginez que des Chinois à Chiang ou des Mexicains au fond je sais pas, à Cuernavaca, se lèvent le matin en se disant je vais passer 2 heures ce soir, alors qu'ils ont plein d'affaires, plein de travail et des problèmes de circulation, pour aller au conseil d'administration, suivre, prendre des risques d'ailleurs parce qu'ils sont responsables. Je crois que c'est aujourd'hui la tradition qui fait que l'Alliance existe, tout le monde en veut une, s'il y a des villes où il n'y en a pas, les gens viennent vous dire mais pourquoi il n'y en a pas chez moi, etc. Mais on aurait du mal, je pense, à trouver du bénévolat aujourd'hui. Bon, cela dit, tous nos conseils d'administration sont bénévoles, sous toutes les cultures, toutes les latitudes, même en Chine où ils ne connaissaient pas ce système associatif, etc. Au début, ça a été un peu compliqué. Les Chinois nous demandaient, mais à quoi ça... Enfin, nous, on en retire quoi? Ce qui était assez légitime, ils étaient en train de se développer. On leur disait, rien du tout, sauf le plaisir de le faire, de faire connaître une autre culture, de rencontrer d'autres gens, de venir à Paris quand il y a des grandes réunions internationales et de discuter avec des Africains et des Américains, etc. Et maintenant, c'est extraordinaire comme les Chinois ont accepté le jeu, s'y plaisent beaucoup. Et on a noué des relations d'amitié depuis une dizaine d'années maintenant avec les responsables. Et ça a bien pris, quoi. Mais ça a pris parce que ça existait ailleurs. Je crois que c'est installé comme ça. Je pense que les motivations doivent être les motivations pour se consacrer ainsi à cette tâche d'animer une alliance française pour des bénévoles. Elles sont assez diverses selon les personnes et selon les régions du monde même. Je me souviens qu'un président, le grand président de la Fédération des Alliances du Mexique, me disait, moi, vous savez, c'est pas pour la France que je fais ça. J'ai des enfants, on a une porte ouverte sur les États-Unis, on voudrait ouvrir une fenêtre sur autre chose, et l'Alliance française nous permet d'avoir cette fenêtre. Donc c'est pour eux, pour qu'ils diversifient leurs connaissances, leur culture. Et je crois que ça, c'est une des raisons assez profondes un peu partout. Il y a aussi les raisons très personnelles, l'amour. On a
a épousé une Française ou un Français, on a travaillé en France, on a été boursier, on en est reconnaissant, puis on aime la culture française. Il y a les gens qui s'ennuient sans doute et à qui ça donne une passion. Il y a beaucoup de plaisir à se retrouver avec les uns et les autres. Il y a même des raisons parfois perverses. Je me souviens d'un Chinois je crois que c'était de Macao, qui me disait ah, moi je fais l'Alliance française parce que j'aime bien les petites choses compliquées. Alors la langue française, c'est comme les petits oiseaux mécaniques, c'est un peu... Et je n'irai pas en France, je n'aurai pas le temps, et je ne fais pas d'affaires avec la France, mais j'ai un plaisir à cette langue qui est si belle et si complexe. Elle n'est pas complexe d'ailleurs, je veux tout de suite le dire à nos téléspectateurs, c'est une langue latine qui est très accessible déjà à tous ceux qui sont dans des langues latines, et qui, contrairement à ce qu'on laisse croire, n'est pas plus difficile que peut l'être l'anglais, l'allemand ou le chinois, bien sûr.